Vous pouvez l'applaudir. Voilà, bonjour. Cette année, je ne vais pas parler de crise. Il se trouve que j'ai quitté mes activités de recherche sur les crises depuis 1 an et que je dirige aujourd'hui une agence qui s'appelle Saper Vedere. Ça m'a été l'occasion de réfléchir à d'autres choses en dehors des crises, mais simplement d'un point de vue organisationnel et communicationnel, comment sont aujourd'hui les organisations. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Si ça arrive à switcher, ça switch, parfait. Ça fait maintenant plus de 10 ans en fait que le social listening plus ou moins existe et que chaque année, je reviens à l'e-Rep pour voir un peu les pratiques de social listening, pour voir l'e-Reputation, etc. Et je remarque qu'il y a une chose, c'est qu'en fait, il y a un business qui n'a pas changé. C'est celui du social listening. L'écoute sur les réseaux sociaux, etc., n'a absolument pas changé et a toujours les mêmes travers. Et je pense qu'il est plus que temps en fait qu'on les dénonce un peu, ces petits travers. Simple exemple, ceci. Alors ceci, c'est quoi? Je rassure, s'il y a plusieurs plateformes dans la salle, j'ai pris des screenshots qui venaient de plateformes différentes pour que tout le monde ait des exemples. Mais ceci, ce que vous voyez, c'est un micmac de tout, avec absolument tout, mais il n'y a que Twitter. C'est-à-dire les autres sont tellement petits qu'on ne les voit même pas sur la salle, donc ça sert strictement à rien de les montrer. Pourtant, toutes les plateformes de social listening, à part peut-être VisiBrain de ce côté-là, nous montrent un ensemble qui ne veut absolument rien dire et qu'on abreuve et qu'en plus on fait des screenshots dedans pour faire du décryptage. Ça n'a strictement aucun sens. Et ça n'a aucun sens pourquoi? Parce que il y a un certain volume d'activité et ce volume, c'est Twitter. Qui prend la majorité des données qui sont traitables, mais qui en plus a un biais méthodologique qui est présent depuis 10 ans dans tous les logiciels, puisqu'il y a les retweets. Quand on regarde ici sur 13 155 données, 85% sont des retweets. Je pose une question, est-ce que sur Facebook, quand il y a un post et qui est noté, quand il y a un partage, on me le met dans le truc commun? Quand sur Instagram, quelqu'un like ou partage, est-ce que c'est mis dans le truc commun? Non. Pourquoi alors sur Twitter, est-ce qu'on a des retweets à l'intérieur? C'est juste quelqu'un qui dit oui, j'aime ton contenu, je le partage. On regarde d'ailleurs, maintenant depuis qu'ils ont changé la petite étoile favori pour un like, aujourd'hui on a plus de likes que de retweets. Le retweet est un espèce de like. On a beaucoup moins de retweets, je pense, depuis qu'il y a ce changement. Or, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Je vais vous expliquer simplement pourquoi. D'un point de vue API informatique, un tweet, c'est le tweet normal. Un retweet, c'est les mêmes choses, avec les mêmes métadonnées, mais il y a juste un RT devant. Et donc, on les emmagasine et on les compte avec, et ça n'a aucun sens, finalement. Pourquoi? Deuxième chose, c'est ce fameux nuage de mots, le word cloud. En fait, il faut bien comprendre comment est né le social listening. C'était des ingénieurs, ils se pluguent à des API ou des API en anglais, ils regardent un peu comment est-ce que c'est, ils disent tiens, j'ai une colonne date, ok, je fais un cycle du temps. Ok, j'ai une colonne texte, le texte j'aime pas, c'est pas très statistique. Comment est-ce que je peux montrer du texte statistique? Ok, je mets un nuage de mots. Sauf que pour moi, ça c'est absolument n'importe quoi, puisque un nuage de mots, c'est quoi? D'un côté, il y a une chèvre qui a dit quelque chose, mais de l'autre côté, il y a une vache qui dit meu, et l'analyste, il récupère ça, il fait un screenshot, il fait « j'ai un peu de vache, j'ai un peu de meu, et j'ai un peu de chèvre, et le tout fait une chèvre-vache. » Sauf qu'une chèvre-vache, ça n'existe pas. Voilà les analyses qui sont menées avec ce type de données. Deuxième chose, la répartition des genres, parce qu'en marketing, en sociodémographique, on aime bien avoir l'âge et le sexe. Sauf qu'en fait, ces données n'ont aussi aucun sens, puisqu'ils sont déjà plugués et remises par rapport à une base de données de prénoms. Il y a tous des prénoms qui peuvent être à la fois masculins et féminins. On remarque aussi, et sur Twitter, qu'il y a 70% environ de pseudos quand on regarde quelque chose. Il y a toutes ces séries d'éléments qui font que j'ai une donnée qui est complètement biaisée, qui ne veut rien dire et qui pourtant vont donner des stratégies marketing quand on est dans l'insight. On a des KPI qui sont parfaitement perspectives, puisque ce qui est génial avec le KPI de l'augmentation de followers, et là vous voyez la courbe de chez moi, c'est que ça monte tout le temps. Donc ça c'est le risque
Zéro. Vous allez chez un client, vous dire, je vais faire monter votre nombre de followers. Ça monte tout le temps. Deuxième chose, le nombre d'impressions. Tous ces nombres d'impressions sont complètement biaisés. Complètement. Quand on dit 19 millions d'impressions, c'est du bullshit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Si moi, je tweet, j'ai 19 000 followers, ça fait 19 000 impressions. Si Tati Daniel a 2 followers, ça fait 2 impressions. Si le monde qui existe depuis 10 ans et que tout le monde, à l'inscription de Twitter, se log automatiquement sur le monde et ils ont 1 million de followers, même beaucoup plus, j'ai 1 million d'impressions. Bah, vous comprenez assez rapidement qu'en réalité, c'est des chiffres qui sont hyper gonflés. Et ils sont gonflés sciemment par les agences, par les autres, pour lutter contre d'autres budgets qui sont RP, marketing, etc. Mais ça ne veut absolument rien dire, le nombre d'impressions. Il y a des plateformes qui essayent en plus de trouver des espèces de trucs. Bon, on prend le nombre d'impressions, on divise par 5 et on est plus ou moins OK, je pense. Ça n'a aucun sens. Via les Twitter Analytics, là, on a les vraies données, en quelque sorte, qui sont réelles. J'en parlerai d'ailleurs par la suite. Deuxième chose, l'engagement. On dit, moi, ça ne m'intéresse pas le reach, j'ai entendu ça aujourd'hui, par exemple, je veux l'engagement. Je veux que les mecs montrent qu'ils ont vu mon contenu, qu'ils l'aiment, etc. Or, en fait, c'est une donnée qui est complètement tronquée. L'engagement, je vais vous donner un simple exemple. Il y en a un qui dit « c'est de la merde !» Il a 20 retweets. Il a dit « c'est de la merde, ça n'apporte absolument rien, ça n'apporte pas de business, etc. » Mais il a 20 retweets. L'autre dit « selon le cours du Dow Jones, on comprend pourquoi est-ce que Jeter est en faillite, nanana, 0 retweet. » Parce que c'est simple, il n'y a aucun mec qui voit ça, une actualité économique Jeter, qui se dit « je crois que mon ami, là, mon pote, là, il a envie de la voir, l'info. Je vais le retweeter. » À part quelqu'un qui est dans du personal branding. Ce qui fait qu'aussi, on peut complètement tricher. Ça, c'est la solution offensive de Free il n'y a pas longtemps, qui était en trending topic. C'est en gros, tu retweets, tu follow, tu connectes, tu mentionnes, etc. Et ça fonctionne d'office. Ça fonctionne d'office, pourquoi? Parce que le logiciel de veille et les KPI le disent. Sauf ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a tous des robots bots qui scannent tout avec cherche concours. S'il y a concours, s'il y a mis RT dans le tweet, alors je retweet. S'il y a mis reply, je prends tout ce qu'il y a après répondre, et forcément, il y a le mot-clé à l'intérieur, et s'il faut mentionner, je le mets automatiquement. Il y a les concouristes, etc., etc. Donc, loin d'être des clients potentiels. Ça n'a aucune fiche d'importance, et pourtant, tout le monde le fait parce que les chiffres sont bons, et donc, tout va bien. Il y a le dernier exemple aussi, qui est un peu plus malin, je trouve. C'est ce que j'appelle le piège à con. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'il y a des gens qui sont cons, ils sont exploitables, et donc on peut être Burger King et dire un menu offert, aux commentaires son like, et il y a un mec qui dit moi, un autre qui dit moi, et jusqu'à au moins une semaine, jusqu'à en ait un qui est mort devant son écran, et qui arrête, et l'autre est trop content parce qu'il vient de gagner un Big Mac en une semaine, et il est trop content. Dans les KPI perspectives, il y a aussi la pratique des influenceurs, avec aussi pas mal de bullshit autour de ça, et pas mal d'inculture totale, parce que c'est un marché. Le marché de la consultance, la plupart du temps, il est juste un marché où on fait signer un devis, on prouve plus ou moins que ça a bien fonctionné avec des KPI qu'on va trouver, qu'on va amonceler, et puis après, au revoir, merci, bon week-end. Mais jamais se pose la question de « est-ce que c'est bien pertinent ce que je fais ?» Je prends un exemple. Ah oui, j'ai sauté une slide en fait. D'abord, aussi dans la question des impressions, on n'est pas égaux en fait par rapport au tweet. Je prends un simple exemple, je mets un tweet, voilà, c'est un article d'analyse de Bad Buzz, je le mets simplement avec un article, il n'y a pas d'image, c'est dégueulasse, voilà, 514 impressions, à ce moment-là j'avais 3000 followers. Bon, on monte un peu crescendo. On a un truc très inspirationnel. Ça pourrait être presque sur LinkedIn pour changer la vie de quelqu'un. Là, on est à 25 000 impressions. Ça n'a aucune fouche d'importance, mais on a 25 000 impressions. Bon. On va monter un peu crescendo et on va se dire, OK, j'apporte du débat public. Et quand il y a les gens qui disent « je suis Kouachi » suite aux attentats, contre « je suis Charlie », on va mapper, on apporte de l'information. Là, on monte encore crescendo. Mais ça ne sera jamais aussi fort que le simple truc débile je crois qu'il y a un souci de traduction dans ta bite,
Et là, on a un max d'impressions. Si je regarde par le prisme des impressions, et je dis je suis un robot, ça me dit, OK, il faut que je trouve des dents à bite toute la journée. Si je réfléchis en termes de légitimité et croyance et me dire à un moment il faut quand même que je sois invité pour venir parler, à mon avis avec dents à bite, j'irai pas très très loin. En fait, là où j'ai le moins d'impression, c'est là où je suis le plus légitime. Et c'est un peu cette articulation entre les deux. Et le problème du social listening, c'est les chiffres ne mentent pas, mais on peut quand même leur faire dire ce qu'on veut. Dans les pratiques aussi, il y a toutes ces études à la con. Parce qu'il faut le dire, ce sont des vraies études à la con qui sont produites par des instituts qui n'en ont rien à branler, qui veulent juste un truc qui est retweetable, et tout le monde fait son intéressant en disant « Oh là là, mon coco, j'ai trouvé une étude hyper intéressante pour toi. » Alors, qui a tweeté au début de mon intervention? Parce qu'il a intérêt à couver son tweet parce qu'il va mourir, là. Il va mourir, il a 18 ans de vie, après 18 minutes, il est mort, au revoir, merci, bon week-end. Oh, qui va croire ça? C'est vraiment naze. Qui va croire ça? Pourtant, cette image, il y a 2 semaines, elle a refait le buzz, et elle refait le buzz quotidiennement, alors qu'elle ne veut strictement rien dire. Le truc qui me fait le plus en rogne, c'est cette fameuse histoire de quand est-ce qu'il faut publier en fonction du réseau social. C'est à peu près comme si ici, je vous dis, le meilleur moment pour partir d'ici, c'est quand on a fini de parler. Vous allez tous partir, en fait. Donc vous allez tous prendre les mêmes heures. Et c'est de dire qu'en fait, une page de routier avec des mecs qui roulent toute la journée et qui font des pauses dans leur autoroute, il faut quand même que tu envoies 14 heures ton message, parce que ça a été dit. Qui va croire qu'en fait, il y a une règle universelle de publier un tweet, de publier un message, de publier autre chose? Je rappelle juste qu'on a parlé un peu de SEO, il y avait des mecs qui faisaient exprès de faire du SEO sur les fautes d'orthographe. À un moment, même sur les sédiments, il y a moyen d'aller chercher des choses. Donc c'est complètement bullshit, ce genre de choses. C'est juste pourquoi? Parce qu'à un moment, ces mecs-là, comme ils monitorent 200 000 pages, ils ont les stats. Ils ne savent pas quoi en foutre. Et donc à un moment, ils se disent, j'ai tous des déchets, qu'est-ce que je peux en faire? Faisons une infographie, vite, ça fera de la com, et tout le monde plonge. Mais ça ne veut rien dire. Les influenceurs. On va se faire des copains. Oui. Moi, les copains, c'est pas ce qui manque. Je n'ai absolument rien contre Camille Jourdain. J'ai juste pris cet exemple parce qu'il est souvent noté dans les personnes invitées et qu'il est dans la brigade du web et ce genre de choses. Et donc, c'était un très bon exemple aussi pour moi. Il est d'ailleurs suivi par Barack Obama, qui suit aussi 780 000 personnes, mais il est suivi par Barack Obama. Prenons son nombre de followers. Il en a 51 893. Ça, c'est sa base qui est affichée. Je me dis, putain, 51 000 personnes, il m'a tweeté, yes, 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 yes. Sauf qu'en fait, dans les inactifs, si j'enlève les inactifs avant 2019, j'en ai plus que 31 005. Si je prends les inactifs depuis 2 mois, c'est-à-dire je garde uniquement ceux qui ont été actifs durant les 2 derniers mois, je n'ai plus que 22 675 personnes. En fait, j'ai déjà perdu la moitié de ce qu'il a. Et donc, si moi, en tant que dans mon programme influenceur, je me dis il me faut du reach, il me faut des personnes, c'est assez problématique. Ce qui explique après qu'on a d'autres KPI qui vont nous dire mais c'est incroyable, il a retweeté auprès de 51 000 personnes, mais en fait, sa vidéo n'a été vue que 158 fois, alors qu'elle n'est pas de lui. Il l'a retweeté. Ou même quand il s'auto-retweet, dans une vidéo, ça ne fait que 306 vues. C'est normal, il y a beaucoup de personnes qui ne se connectent pas, il y a tout ce genre de choses. Du coup, quand je fais un programme influenceur en one-shot, je fais venir une influenceuse beauté pour visiter un musée, je ne vise personne, je cherche à faire des amis, tu vois. C'est de la merde, parce que ça ne produit rien, en fait. Ça ne produit aucune légitimité, ça ne produit rien comme valeur. Il y a aussi une méthodologie qui s'est créée au fur et à mesure du temps, que je vais essayer d'expliquer, mais qui est la Social Network Analysis. Ça considère chacun comme un point. Vous êtes un point, je suis un point. Nous sommes des points. Nous sommes tous des points. Chaque interaction que nous avons ensemble est symbolisée par un lien. Là, par exemple, je vous parle, il y a un lien qui se crée entre nous, incroyable, pour être amis. Mais je peux aussi séparer ce qui rentre et ce qui sort. Pourquoi? Parce qu'en fait,
les personnes qui sont les plus... Elle est récalcitrante, hein, la zappette. Oui, oui, depuis le début. Ouais. Oui. Quand je sépare ce qui rentre et ce qui sort, là, j'ai l'influence. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, ceux qui sont les plus mentionnés, les plus retweetés ou les plus suivis sont ceux qui sont les plus influents. Donc s'ils reçoivent beaucoup, c'est un marqueur d'influence. Donc je fais grandir mes points en fonction de ça. Je pourrais rajouter un peu de gaieté, un peu de couleur à tout ça. On utilise ce qu'on appelle un algorithme de clustering. Ouh là 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 là, on va se calmer. C'est quoi? C'est très très simple. Ça part du principe que si vous avez beaucoup d'interactions entre vous et peu avec l'extérieur, c'est que vous êtes un marqueur communautaire et vous faites partie de la même communauté. Un exemple, je suis de Bruxelles, il est logique que j'ai plus d'interactions avec les Bruxellois qu'avec Mulhouse. En fait, il y a la communauté mulhousienne et la communauté bruxelloise. Dernière étape, il faut spatialiser tout ça, parce que c'est un peu brouillon, un peu fouillis. Ouais, et des fois, elle marche trop. Et ça fait cela, en gros, ceux qui sont les plus interconnecteurs sont au centre, et ceux qui sont les plus sur les extérieurs sont les plus, on va dire, isolés communautairement. Pensez à un échiquier politique, extrême gauche, centre, extrême droite, c'est exactement la même chose. Et si je reprends mon exemple de Mulhouse et Bruxelles, Christophe est au milieu, je suis au milieu, et on connecte Mulhouse et Bruxelles, ça c'est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'il y a une tour qui s'appelle la Tour de l'Europe, je pense. Seulement, en fait, quand on va utiliser ce genre de technique, et ça a été très utilisé, j'en ai moi-même très fait l'objet, en tout cas j'ai très utilisé cela, en tout cas pour mapper la circulation d'une information. Quand on regarde par exemple des conversations sur le glyphosate pendant 1 an, en fait on remarque qu'on n'a pas des communautés, on a de l'actualité. Ça n'est pas toujours des communautés qui ressortent de ces algorithmes. Ces algorithmes peuvent refaire sortir tout et n'importe quoi. Parfois, il y a des interactions qui sont faites une seule fois dans l'actualité. Ces gens-là ne reparlent plus de glyphosate et ils appartiennent à un grand groupe. Parfois, au contraire, on a des conversations qui sont extrêmement longitudinales à travers le temps et là, on a des vrais marqueurs communautaires. Mais la plupart du temps, vous voyez ça, vous dites c'est quoi? Et ça ressemble plus à une tâche de psy qui est vraiment quelque chose qui est utilisable. Et la plupart du temps, les agences ne savent pas comment l'utiliser. Je vois à chaque fois des choses absolument catastrophiques dans cette visualisation-là. Ça, c'est vraiment pour moi ce que je remarque qui était le plus bullshit dans nos pratiques et que je pense qu'il fallait changer à certains égards. Et du coup, comme je ne vais pas arriver avec uniquement de dire « c'est de la merde », j'essaye de montrer après comment est-ce que moi je vois les choses. Première chose pour moi, vous avez un business, j'ai un business, on en a tous. Il faut comprendre qu'est-ce que j'ai comme audience à l'heure actuelle. Ce que vous voyez, en fait, c'est mon compte Twitter en 2016. C'est au moment où je viens de quitter l'IRIBD pour la première fois et j'avais un blog qui parlait de crise. Et donc, j'ai ma communauté Community Management, Belgique, parce que je suis belge, communication, crise, et quoi? Alsace. J'ai une communauté Alsace. Pourquoi? IRIBD. Je viens à l'IRIBD, les gens aiment le discours, ils suivent, ils restent, et j'ai ma communauté Alsace. Et vous allez voir, ma communauté Alsace, elle sera toujours là. À travers, plus ça grandit, plus quand même la communauté Alsace reste présente. Là, c'est ma situation à un instant maintenant, mais en 2016. Après, je peux me dire, en fait, il faut que je développe la communauté belge, il faut que je commute le community management. En fait, ce n'est pas du tout mon plan. Mon plan, c'est de dire, OK, j'ai pris un angle qui est l'angle des crises numériques, mais moi, je n'ai pas envie de rester dans le numérique. Je pense qu'il faut connecter les deux, et donc, en fait, j'ai envie de parler plus de choses non numériques et qui sont de l'ordre de la communication et des relations publiques et de la crise traditionnelle. Donc je commence à faire pas mal d'articles de blog là-dessus et je drive mon contenu autour de ça. Et deuxième chose, je désire être beaucoup plus présent dans mon pays. Parce que j'étais chercheur, il fallait être prophète un peu en son pays, et donc je voulais être un peu plus proche de la Belgique. Grâce à ça, petit à petit, je me fais un réseau, je deviens chroniqueur radio à la RTBF, je deviens chroniqueur TV, etc. Et quand on observe 1 an après, si la zapette veut bien fonctionner... Ah, voilà. Non, ouf. Évidemment. Ça spoil. Hop, voilà. 1 an après, j'ai toujours ma communauté numérique qui s'est encore plus développée. J'ai autour de 6000 followers. J'ai une communauté RP Crise qui s'est bien développée sur l'angle offline, sur lequel je veux vraiment me développer. Je ne suis pas un mec qui fait que de la crise sur les réseaux sociaux. Et j'ai ma communauté belge qui s'est très développée, puisqu'évidemment, quand on va voir un média comme la TV ou la radio et qu'on devient chroniqueur, ça ramène et ça draine des audiences. C'est un autre enseignement. Twitter, c'est très bien. Moi,
sans Twitter, je serais rien. Je serais pas devant vous, j'aurais pas de business, j'aurais absolument rien. Tout s'est construit sur Twitter. Mais je ne suis pas resté uniquement sur Twitter. C'est comme, à un moment, j'avais fait un audit pour une dirigeante d'une grosse boîte du CAC 40. Elle voulait se positionner comme femme dirigeante. Elle n'a aucune communauté à femmes dirigeantes. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je tweete? Il ne faut pas tweeter, en fait. Il faut aller dans Elle France, un truc féminin, etc., et dire, je suis une femme dirigeante. Et là, on drive des audiences. Les réseaux sociaux, c'est de la fidélisation. Il faut aller chercher ailleurs, et puis on capitalise. Et moi, là où j'ai capitalisé, c'est Twitter. Après ça, je commence à me dire, mais en fait, je m'ennuie un peu. Les bad buzz, c'est bien, ça m'éclate un peu. La Belgique, c'est fait. J'aimerais bien un peu plus sur le sociétal, en fait. J'aimerais voir comment les gens commentent du sociétal, des attentats, ce type de choses. Et là, avec le partenariat que j'avais à l'époque avec VisiBrain, il y a eu des premiers cas comme le Bikini de Reims, Tel Aviv sur Seine et ce type de choses qui m'ont permis d'aller plus sur du sociétal. Jusqu'à une situation avec des Macron Leaks et autres, qui ont fait que mes communautés, à l'heure actuelle, c'est ceci. Donc ça, c'est le mapping de mes 19 000 followers. Où vous voyez toujours ma communauté belgique, qui est un petit truc. Ça reste un petit pays, hein, la Belgique. Journaliste et politique, j'avais pas du tout avant. Là, c'est un énorme ensemble. J'ai Edoui Plenel qui me suit, j'ai tous les politiques qui me suivent. Donc j'ai une forte audience là-dessus que je n'avais pas du tout à la base. C'est aussi vous montrer ce que j'ai comme type de données, c'est très très bien, mais c'est la situation comme ça. Il faut regarder en dehors des données également. Et trop souvent dans le social listening, on a tendance en fait à s'enfermer dans ce qui est l'existant. Les données, c'est bien, c'est l'existant. Mais rêvez un peu, allez chercher ailleurs. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie? Mettez-vous un plan et drivez des audiences. Ensuite, communication digitale qui est toujours restée à l'intérieur. Si on regarde un peu plus en profondeur, par exemple là, c'est les politiques et les journalistes. Voilà, j'ai des journalistes politiques, j'ai des journalistes innovation et numérique, j'ai des politiques, j'ai relations internationales, notamment sur la question des attentats où j'étais très actif, sur l'État islamique, etc. Et les journalistes société. Quand je regarde ma communauté communication et digitale, j'ai ma communauté Alsace. Bon, elle est petite, ok, mais c'est logique. C'est une petite région, l'Alsace, avec tout le respect. Je cherche à faire des amis. Et puis après, j'ai ma communauté Belgique avec des journalistes, des politiques, journalistes politiques, c'est logique. Je commentais des émissions politiques, je faisais des débats autour de ça, c'est logique que j'ai ce type de communauté. Donc ça, c'est bien d'avoir son audience telle qu'elle est. Voilà, ça c'est mon audience. Après, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'aller choper? Quels sont mes écosystèmes? Et là, j'ai développé, je vous avais dit, État islamique. J'ai des passions assez bizarres, je pense qu'en 6 ans, vous avez peut-être dû le remarquer. Une de ces passions était en fait que je voulais monitorer la propagande de l'État islamique. Ouais, je voulais comme ça me plaisait. Chance absolue, je ne connaissais personne de l'État islamique. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais scanné les biographies sur Twitter, tous les mecs qui se réclamaient de l'État islamique, j'en avais sélectionné 40, j'extrais leur audience, et puis il y a un mécanisme de triangulation téléphonique. Petit à petit, j'isole les personnes concordantes dans cet écosystème, donc qui sont forcément l'État islamique, puisqu'ils suivent énormément de comptes de l'État islamique. Je mappe le réseau, j'ai les différentes sphères, il y avait l'Irak, l'Afghanistan, c'était par terrain d'occupation qui se suivaient l'un l'autre, comme quoi les algorithmes de clustering peuvent faire révéler beaucoup de choses complètement épars. Et après, ça me donne les influenceurs, les acteurs importants, et ça me donne la roadmap de qu'est-ce que je dois aller choper. Donc ça, c'est mon audience. Je veux aller choper la politique. Qui je dois aller voir? Qui je vais choper? Et quelle est l'étendue à l'heure actuelle? Si on fait cet exercice, moi, j'ai 3 écosystèmes. J'ai l'écosystème directeur de la communication, ce sont mes cibles aujourd'hui. Deuxième, directeur d'affaires publiques, parce que j'ai un prisme très sensible. Et la dernière sphère, que j'ai vraiment pas développée, que je ne souhaite pas, parce que ça veut dire tweeter en anglais et ce genre de choses, c'est la bulle européenne. Ma performance sur les écosystèmes, 13,6 sur affaires publiques, 12,39 sur directeur de la communication. Donc, on part de directeur de la communication, on se dit qu'est-ce que ces gens-là suivent. On mappe le réseau et l'écosystème, et on se dit dans quelle mesure, dans cet écosystème, les gens me suivent. Ça donne un KPI qui est quand même beaucoup plus intéressant. Je veux aller taper là-dedans, qui je chope, et après, ça c'est juste des stats. C'est juste parce qu'une slide, ça rend bien, et ça passe très très vite, mais après, c'est qui j'ai chopé. Si j'ai pris 0,2%, mais j'ai chopé tous les meilleurs, moi ça me va, j'ai pas besoin des nains. Et donc c'est très important d'avoir ça. Et l'Europe,
je ne tweete pas en anglais, je ne tweete pas des trucs d'affaires européennes, donc c'est normal qu'en fait je suis une bouse dans l'écosystème d'Europe. Sur les chèvres-vaches, là, bah, je vais séparer les chèvres, je vais séparer les vaches. Je vais dire, OK, ça c'est les conversations génériques, ça c'est sur la RSE, ça c'est sur l'événement, par exemple. Ou alors, je peux séparer. Si j'ai mes communautés, comme mes grands ensembles là, que j'avais là tout de suite, bah, je vais dire, OK, ça c'est la communauté, ce que dit la communauté économie circulaire, avec beaucoup plus de mots-clés autour du durable et du circulaire, c'est pas la même chose que la communauté entreprise, qui va être beaucoup plus sur l'engagement, l'innovation et le ESS. Il faut séparer les prises de parole. Moi, des fois, j'ai des clients, ils s'en foutent de ce que disent Madame Michou, de Nice, qui a 2 followers. Par contre, s'il y a un politique qui le dit, là, elle doit le savoir. Donc on sépare prise de parole politique, prise de parole journaliste, prise de parole autre. Donc elle est beaucoup plus dans le micro. Donc si je dois résumer, parce que j'ai déjà été, je suis privilégié en fait, j'ai pas le ting-ting-ting. Si, mais Ok. ouais, je sais pas, pourquoi t'as pas Ok. le son? Non, mais je pense qu'il veut pas que tu dises que ça boite, tu vois. Enfin, Ok, super. C'est bien, c'est une bonne réputation. Non, c'est bien. Ouais. Ouais, je vais durer 30 minutes. Donc si je dois résumer, on a un secteur qui commence à dater, il bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Moi, les logiciels, c'est les mêmes qu'il y a 5 ans presque, il n'y a presque rien qui bouge. Il y en a certains qui créent d'autres services, c'est un peu ce qu'on parlait dans les SAS, sur les séries un peu de ce type-là. On a des pratiques qui évoluent très peu. Sur les influenceurs, on regarde toujours le nombre de followers, on regarde toujours l'engagement, le reach, machin. C'est juste qu'on maintenant, on dézingue un peu tout, on dit ah, le reach n'est pas important, mais en même temps c'est important. L'engagement, bah, c'est pas important, mais en même temps c'est important. Et en fait, au final, on remarque qu'en fait, ils regardent que ça plus ou moins. On a des législations qui se mettent en place au niveau du RGPD et autres, pour lequel, en fait, comme on n'a aucune fédération ou quoi que ce soit, jamais on pèse et on explique qu'est-ce que le métier, comment expliquer un peu que bah, les boîtes de veille, c'est 10 personnes maximum parfois, les vrais veilleurs, si ce n'est pas des grosses agences, 10 personnes, avoir un DPO qui, en plus, ne doit pas mettre les mains dans le donné, ne doit pas être dans le codir, bah, ça fait des coûts en plus, ce genre de choses. Bah, il n'y a pas de fédération, donc jamais personne ne peut l'ouvrir. On a des partenaires qui cloisonnent, Facebook et autres cloisonnent les données. Par exemple, des grosses agences aussi cloisonnent et disent on veut bien travailler avec vous, mais une fois ils piquent les slides et puis c'est fini. Et enfin, on a des clients de plus en plus matures. Donc, on ne peut plus la faire à dire c'est génial, regarde, c'est génial, tu appuies sur un bouton, tout fonctionne, regarde ton KPI, etc. Et puis après, 1 an après, le client, il a vu une fois le logiciel, il n'en a jamais eu besoin. Parce qu'il n'est pas formé, mais il est mature. Donc il est assez mature pour dire qu'il n'en a aucune utilité, mais pas assez formé pour dire qu'il aurait pu en avoir un. Et donc, potentiellement, on est dans des zones de flottaison un peu autour de ça, qui peuvent être problématiques. Donc je pense qu'il y a de plus en plus des enjeux qui font que des événements comme l'IREBD ont du sens pour essayer d'un peu schématiser les pratiques, cumuler et au moins avoir une petite voix qui porte sur ces enjeux. Merci Nicolas.